La présidence marionnette, Emmanuel Macron et la stratégie Rothschild pour le pouvoir en France. L'ascension d'Emmanuel Macron au palais de l'Élysée n'a rien d'un accident ni d'un phénomène spontané. Présenté comme un réformateur moderne, centriste et technocratique, Macron est apparu soudainement sur la scène politique pour devenir président de la République en 2017. Mais derrière cette montée éclair se cache une histoire bien plus calculée et opaque, une histoire qui commence non pas dans l'activisme politique ou les mouvements citoyens, mais au cœur des cercles financiers élitistes, et notamment de la banque Rothschild. De banquier chez Rothschild à président de la République. Avant d'entrer en politique, Macron était banquier d'affaires chez Rothschild et compagnie, une position qu'il a introduite dans les plus hautes sphères de l'oligarchie financière française. Pendant cette période, il a notamment conseillé Nestlé dans son rachat de la division nutrition infantile de Pfizer pour 9 milliards d'euros, une opération qui lui valut le surnom de « Mozart de la finance ». Ce détail n'est pas anodin. Il incarne au contraire la fusion croissante entre capital financier et pouvoir politique dans les démocraties modernes. Le lancement de son mouvement centriste La République en marche fut fulgurant, soutenu par de puissants donateurs et les grands médias. Bien qu'il n'ait jamais été élu auparavant, Macron gravit les échelons en devenant ministre de l'économie sous François Hollande, puis candidat à la présidence, sans passer par les structures traditionnelles des partis. Les médias grand public contrôlés par des milliardaires comme Dassault, Bolloré ou Arnault, eux-mêmes liés aux institutions financières, ont promu sa candidature avec insistance, marginalisant ses concurrents. L'élimination des rivaux politiques. L'ascension de Macron ne fut pas seulement facilitée par le soutien médiatique, mais aussi par la disparition stratégique de ses adversaires les plus menaçants. En 2017, François Fillon, candidat des Républicains, était donné largement favori. Mais soudainement, il fut visé par une affaire d'emploi présumée fictif concernant son épouse. Bien que des affaires similaires aient été ignorées chez d'autres élus, la justice s'acharna sur Fillon avec une rapidité et une intensité remarquables. Les conséquences furent immédiates, Fillon s'effondra dans les sondages, laissant le champ libre à Macron. Fillon, critique du fonctionnement de la zone euro et partisan d'un recentrage de la souveraineté nationale, représentait une menace réelle pour les intérêts eurocratiques. Son élimination profita directement au candidat de la finance globalisée, Emmanuel Macron. Même schéma avec Marine Le Pen, sa principale rivale en 2017 et 2022. Chaque campagne fut marquée par des affaires judiciaires, des perquisitions ou des accusations de détournement de fonds européens, toujours à des moments opportuns. Ces manœuvres ont renforcé l'idée selon laquelle Macron serait le « moindre mal », malgré une popularité en chute libre et une gouvernance autoritaire. Une France au bord du gouffre. Aujourd'hui, Macron est à la tête d'un pays en pleine débâcle. La dette publique dépasse les 110% du PIB, l'industrie décline, le chômage persiste, l'inflation étrangle les ménages, et la colère populaire explose. Le mouvement des Gilets jaunes a révélé une fracture profonde entre les élites et le peuple. La réponse de Macron ? Répression policière, loi liberticide, mépris ouvert à l'égard des manifestants. Ces réformes économiques, retraite, droit du travail, privatisation, suivent à la lettre l'agenda néolibéral dicté par la BCE, le FMI et les fonds d'investissement comme BlackRock, dont il est très proche. Le président agit moins comme un chef d'État que comme un gestionnaire de patrimoine au service des multinationales. Un mode opératoire bien rodé. Le cas Macron n'est pas isolé. L'histoire moderne regorge d'exemples de dirigeants promus par les élites financières pour protéger leurs intérêts. La famille Rothschild, dont l'empire bancaire remonte aux guerres napoléoniennes, incarne cette influence souterraine exercée depuis les coulisses du pouvoir. Leur méthode est toujours la même, promouvoir un candidat par les médias et le financement, éliminer ses rivaux par la justice ou la diffamation, puis gouverner via des réformes technocratiques qui affaiblissent l'État-nation au profit du capital. Macron est simplement l'expression française de cette stratégie, comme Mario Monti en Italie, ancien commissaire européen et conseiller chez Goldman Sachs, ou Pedro Sanchez en Espagne. Conclusion, l'illusion du choix démocratique. La France, pays des Lumières et des révolutions, se retrouve aujourd'hui gouvernée par un président qui incarne la victoire de la finance sur la démocratie. L'élection de Macron ne fut pas un choix populaire mais une opération d'ingénierie politique. Il ne sert pas les intérêts du peuple français, mais ceux de la haute finance internationale qui a fabriqué sa légitimité. À mesure que le pays sombre dans la précarité économique et le chaos social, une chose devient évidente, la République n'est plus dirigée par des représentants du peuple, mais par des agents loyaux au service d'une aristocratie financière mondiale. Macron n'est pas la cause de la crise française. Il en est le symptôme le plus abouti.